Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Oui. À l'année 50 à notre ère, le territoire des Gaules a fini d'être conquis, et les dernières rébellions sont matées. Aujourd'hui, on va se demander comment les Gaules sont devenues romaines. Aujourd'hui, on va parler de la conquête. Avant de commencer, je pense qu'il serait bon de faire un petit débunkage des idées reçues sur les Gaulois. La Gaule n'existe pas. Ce qu'on appelle communément la Gaule est en fait un ensemble de plusieurs territoires morcelés et indépendants. Ils sont contrôlés par différents peuples, les Namnetes, les Arvennes, les Parizzi, qui se foutent régulièrement sur la tronche mutuellement. Il n'existe pas de Gaule unie. D'ailleurs, les termes Gaule et Gaulois sont en fait des mots latins pour désigner le territoire et les gens qui vivent dessus. Aussi, la Gaule, ce n'est pas la France, puisque les différents territoires qui composent les Gaules s'étendent certes sur la France actuelle, mais aussi sur la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et une partie des Pays-Bas. Les Celtes ne vivent pas en milieu forestier en se gavant de sangliers, l'archéologie montre au contraire un espace largement déboisé, et une agriculture et un élevage très développés. Le bétail et l'artisanat gaulois sont d'ailleurs très réputés. Les différents territoires sont reliés par un réseau routier déjà largement structuré, avec des routes qui relient les différents centres de pouvoir, des villes fortifiées, appelées des oppida, un oppidum au singulier, qui sont des centres urbains très développés, mais qui se rallient aussi au vaste réseau de fermes de taille plus ou moins importante. Enfin, nos braves ancêtres, vous noterez l'utilisation appuyée de guillemets, n'ont pas tous résisté à l'envahisseur romain. Ça, on va en reparler après. Aussi, il faut faire une différence entre la Gaule méditerranéenne et les Gaules intérieures, aussi appelées Gaules celtiques ou Gaules chevelues. La Gaule chevelue. En Méditerranée, les Gaulois rentrent très tôt dans le giron du monde gréco-romain, notamment avec la fondation de Marseille en moins 600. À partir de ce moment-là, leur culture et leur mode de vie va très rapidement s'y diffuser. Ce territoire de Gaule méditerranéenne sera d'ailleurs conquise dès le moins 2e siècle, entre moins 125 et moins 121. Petit topo rapide. Marseille et les autres comptoirs grecs sont des alliés de Rome. En moins 154, ils sont attaqués par des peuples ligures, appellent Rome à l'aide, Rome débarque, mate la rébellion et repart. En moins 125, nouveaux épisodes d'attaque, Rome vient, mate la rébellion et s'installe sur le territoire qu'elle conquit petit à petit. Les peuples autochtones passent alors sous la domination romaine. Voilà, cette partie c'est ce qu'on appelle la Gaule méridionale, elle prend le nom de Gaule transalpine, et on peut revenir à notre Gaule chevelue. Et la Gaule méridionale n'était pas la seule à avoir déjà des contacts avec Rome avant. Ils sont pas débarqués en Gaule intérieure, genre... Ah ouais. Tout ça c'est à nous maintenant. Puisque dans les Gaules, la plupart des peuples commercent déjà largement avec Rome, notamment pour le vin, qui est extrêmement populaire. On trouve des centaines de milliers d'amphores à vin romaines dans les Gaules, découvertes dans tous les contextes. Le commerce est même si important que vers 120-100 ans avant notre ère, des peuples du centre des Gaules ont adopté une monnaie alignée sur le denier romain. Un denier gaulois valant un demi-denier romain. Une monnaie qui s'inspire même de son iconographie, avec un style plus local. Ce que vous voyez là par exemple, c'est pas parce que les Gaulois ne savaient pas dessiner, c'est tout simplement parce que c'est leur style artistique qui est comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on est passé de plein de petits territoires morcelés et indépendants à un nouveau territoire administrativement relativement uni, soumis à la République puis à l'Empire romain? Oui, parce qu'au moment de la conquête, Rome est encore une république. Déjà, malgré tout, les Romains ne considèrent pas vraiment les Gaulois comme leurs égaux. Non. Non. Petit aparté, la plupart des clichés qu'on a retenus sur les Gaulois nous viennent des Romains. Diodore de Sicile les décrit comme des barbares belliqueux, moustachus et s'habillant de guenilles colorées, qui vivent sur un territoire où règne un froid glacial et beaucoup de vent. Bon, sur le dernier point, je sais pas si on peut trop lui donner tort. Vous allez me parler de l'été, c'est ça? De malheureux mois par an avec un soleil tout pâlot et un vent à faire s'envoler les pierres? De même pour le caractère belliqueux. C'est vrai que les Celtes sont quand même relativement souvent en guerre. Et ce sont d'ailleurs d'excellents guerriers. Mais malgré tout ça, il semblerait qu'ils aient quand même apporté un certain soin à leur apparence. Leurs cheveux ne sont pas complètement hirsutes, et la plupart des hommes se rasent, beaucoup même la moustache. Aparté à part, c'est en 58 ans avant notre ère que tout va changer pour ces peuples celtes. C'était probablement l'introduction la plus longue de l'histoire. En moins 58 donc, les Helvètes, accompagnés d'autres peuples, entament une migration vers l'ouest. Mais la bonne grosse migration, on parle d'environ 360 000 personnes, hommes, femmes, enfants, avec charrettes et bétail. On ignore les raisons exactes de cette migration. Elle est peut-être due à la pression des Germaniques,
ou alors à une croissance démographique qui est en mesure d'être accueillie par le peuple des Santons qui l'a invité. Le problème est que pour aller à l'ouest, il est possible qu'il passe par la Transalpine. On envoie alors son gouverneur, un certain César, pour les arrêter. Et malgré leurs intentions pacifistes et leur promesse de ne pas causer de dégâts, il leur bloque le passage à Genève, les obligeant à passer par la terre des Éduènes. Là par contre, a priori, ils foutent quand même un peu le bordel. C'est d'ailleurs pour ça que César les rencontre une seconde fois, cette fois-ci sur la Saône, où il tente une négociation. Négociation qui n'aura pas été très concluante. Les Helvètes sont écrasés par l'armée romaine, qui est acclamée des Gaulois qui demandent sa protection, et ce qu'il en reste doit rentrer à la maison. Sa mission accomplie, il rentre alors en Italie, mais laisse ses troupes en Gaule. C'est bizarre, pour quelle raison pourrait-il bien laisser ses troupes en Gaule alors qu'on n'a plus besoin de lui là-bas? En tout cas, ça tombe drôlement bien, parce que cet hiver -57, il entend des rumeurs qui voudraient que des peuples belges allaient se rebeller contre Rome. Il repart alors, cette fois-ci, non pas pour la défense, mais bien pour la conquête. Il soumet les Belges, puis poursuit sa conquête. Entre autres, il défait les Belvaques, les Nerviens, pendant que son armée soumet les Armoricains. Et d'ici la fin de l'année, une bonne partie du territoire se retrouve sous le joug romain. Entre -56 et -52, il passe ses campagnes à soumettre de nouveaux peuples et à mater les rébellions ponctuelles. Cependant, tous les peuples n'ont pas résisté. Certains se sont placés dès le début du côté de Rome, comme les Éduènes ou les Rèmes. Et finalement, la plus grosse révolte éclate en -52, sous le commandement du très célèbre Vercingétorix. À cette date, une coalition anti-romaine se met en place, constituée de Sénon, de Parithi et de nombreux autres peuples, dirigée par le noble Arverne Vercingétorix. Je passe l'épisode de siège, de guerre et de massacre pour arriver directement à la victoire gauloise de Gergovie. Les Celtes de Vercingétorix se réfugient dans cet oppidum très bien fortifié, qui est alors assiégé par l'armée césarienne. Ils tentent une percée qui se révèle infructueuse. Allez, c'est ça, viens! Viens avec ta tourelle! Viens, on t'attend! On te défonce! Et finissent par être contraints de fuir le lieu. À cela ne tienne, te dit César, je vais continuer ma conquête. Malheureusement pour lui, après cette victoire de Vercingétorix, seuls 3 peuples lui restent fidèles. Même les Éduènes ont fini par le trahir. Le reste rejoint le leader Arverne et adopte sa stratégie de la terre brûlée. Il arrive tout de même à éviter une de leurs embuscades, et les Celtes se réfugient alors à Alésia, entraînant un nouveau siège de l'armée romaine. Mais cette fois-ci, lorsque les renforts gaulois arrivent, ils s'écrasent contre les fortifications de l'armée de César. Vercingétorix est contraint de se rendre, et c'est la fin de la guerre des Gaules. Enfin, César a toujours maté quelques rébellions ponctuelles. La dernière a lieu en -51 à Uxellodonum. Après ça, par contre, les Gaules sont complètement conquises, et finissent par devenir de nouvelles provinces du futur empire romain. Histoire d'évoquer rapidement l'après-conquête, sachez que la paix romaine s'installe relativement vite en Gaule, et qu'en l'espace de seulement quelques générations, les Gaulois, devenus des Gallo-Romains, sont entièrement intégrés à la culture et au mode de vie de l'Empire. Juste après la guerre, des enfants sont envoyés à Rome pour y être éduqués, pour être ensuite renvoyés en Gaule et pouvoir diffuser leur mode de vie. Rome accorde aussi des privilèges à des nobles Gaulois qui sont rangés de leur côté au moment des campagnes. Petite chose que j'ai oublié de préciser. Certes, les Gaulois se sont assez vite adaptés au mode de vie romain, mais la guerre n'a pas non plus été juste un petit truc comme ça qui a été vite oublié. Au contraire, ça a été une expérience très traumatisante, avec de très nombreux morts, de très nombreuses villes qui ont été détruites, sans parler des centaines de milliers de personnes réduites à l'esclavage après ça. Mais à part ça, l'intégration a été relativement rapide tout de même. De nouvelles villes sont construites sur le modèle architectural romain et reprennent leurs édifices publics, les thermes, des forums, des amphithéâtres. La conquête et l'intégration des Gaules à Rome marquent aussi leur entrée dans l'Antiquité. Je rappelle que j'ai désormais une page Facebook et que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Tipeee, vous trouvez les liens dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine.